Je laisse tout de suite la parole à Madame Claire Solin pour son exposé sur les baux meublés. Bonjour à tous. Donc je vais commencer cette réunion en évoquant les aspects fiscaux de la location meublée. On enchaînera ensuite avec les aspects sociaux, puisqu'il y a eu pas mal de changements par rapport à ça depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Alors, ce qu'il faut savoir, le point le plus important qui concerne la fiscalité des revenus de location meublée, c'est que quand vous louez un appartement meublé, vous ne suivez pas du tout fiscalement les mêmes règles que quand vous louez un appartement nu. Un appartement loué nu est déclaré, je pense que vous le savez tous, selon les règles des revenus fonciers, avec des règles qui sont relativement strictes et qui vous empêchent de déduire un certain nombre de charges. Quand vous louez un appartement nu, vous allez grosso modo déduire la taxe foncière, les charges locatives, l'assurance, les intérêts d'emprunt, et puis 20 € de frais de gestion, ça reste relativement limité. Quand vous effectuez une location meublée, l'administration considère que fiscalement, vous êtes soumis aux règles des BIC, ce qu'on appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, votre location, elle est soumise aux règles de la comptabilité commerciale. Et cela vous autorise donc à déduire un certain nombre de charges qui sont beaucoup plus larges que dans le cadre des revenus fonciers. En fait, la règle, c'est de déduire les charges qui se réfèrent à votre activité. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez déduire, par exemple, des frais de déplacement, des frais administratifs que vous pourriez avoir, enfin, tout un tas de frais que vous ne pouvez pas déduire dans le cadre des revenus fonciers. Et surtout, vous allez devoir amortir, vous allez devoir et donc pouvoir amortir l'immeuble que vous avez acheté, ou que vous placez en location meublée si cet immeuble était auparavant déclaré sous un autre régime. Donc, amortir l'immeuble, ça veut dire que tous les ans, vous allez pouvoir passer en charge une quote-part du prix d'acquisition du bien. Dans cette valeur de l'immeuble, bien entendu, on enlève toujours une quote-part correspondant au terrain, au foncier, puisqu'on considère que le terrain, lui, ne s'amortit pas, puisqu'on considère en fait qu'il ne prend pas de valeur. Donc, il faut faire attention à cette quote-part, parce que ça peut être un point d'achoppement avec l'administration. Et il faut notamment faire attention aux biens que vous pourriez détenir dans des villes où la tension foncière, entre guillemets, est forte, notamment à Paris. Ne pas s'amuser à Paris à prendre un immeuble et à prendre en quote-part de terrain 10%, parce que là, vous auriez un gros risque d'être retoqué par l'administration fiscale. Donc, une fois qu'on a exposé ces grands principes, donc vous avez compris que fiscalement, le fait de louer un bien meublé, c'est dans la plupart des cas beaucoup plus intéressant, puisque vous allez enregistrer des charges qui sont plus importantes que dans un revenu foncier, et donc vous allez réduire la base fiscale de façon relativement importante. Je pense que vous avez tous entendu parler, quand on parle de location meublée, on évoque systématiquement le principe de la location meublée professionnelle ou non professionnelle. Donc, une fois qu'on a établi ce grand cadre de la règle des bénéfices industriels et commerciaux, on doit derrière déterminer le statut du loueur en meublé. Un loueur en meublé est considéré comme professionnel quand il remplit 2 conditions. Auparavant, on avait 3 conditions. La première condition, non Delphine, vous pouvez revenir au slide d'avant, je suis encore au premier slide, merci. On avait 3 conditions, on devait être inscrit au registre du commerce et des sociétés, on devait avoir des recettes annuelles retirées donc, de l'activité de la location meublée professionnelle par l'ensemble du foyer fiscal qui devait excéder 23 000 €. Et ces recettes devaient également excéder les revenus du foyer fiscal qui se plaçaient dans les catégories, en fait, les revenus d'activité, c'est-à-dire traitements et salaires, les BIC, les BNC, les revenus des gérants, et je ne l'ai pas indiqué, mais également les pensions et retraites, notamment quand on est retraité. Il y a eu des changements par rapport à ça, et la première condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés a disparu. Donc aujourd'hui, si vous remplissez les 2 conditions que vous voyez s'afficher à l'écran, vous êtes automatiquement loueur en meublé professionnel.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, en fait, on pouvait arbitrer, on pouvait décider si on voulait être professionnel ou non professionnel, parce qu'en fait, il suffisait ou non de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous remplissez les conditions, on va dire, de revenus, automatiquement, vous êtes loueur en meublé professionnel. Alors, qu'est-ce que ça change d'être loueur en meublé professionnel ou non professionnel? Du coup, on peut passer au slide suivant. Ça change, en fait, il y a 2 points. Il y a l'imputation des déficits fiscaux. Ça veut dire que quand vous calculez votre résultat fiscal en fin d'année, quand vous établissez votre liasse fiscale selon les règles des BIC, comme on l'a expliqué au début, on peut dégager un bénéfice, mais souvent, les premières années, on dégage un déficit, un léger déficit. Alors, quelle est la différence dans les 2 statuts? Si on est loueur en meublé professionnel, ce déficit qu'on dégage sur notre activité de location meublée va s'imputer sur les autres revenus du foyer fiscal. Donc, si vous avez par ailleurs des salaires, des pensions de retraite, même des revenus fonciers d'ailleurs, en fait, le déficit va venir s'imputer sur l'ensemble de vos autres revenus. Si vous êtes loueur en meublé non professionnel, si vous dégagez un déficit sur votre activité de location meublée, celui-ci ne pourra s'imputer que sur un bénéfice généré sur une même activité, donc sur cette activité de location meublée non professionnelle, et pendant les 10 années qui suivent. Donc au bout de 10 ans, votre déficit est perdu. Alors, il faut relativiser cette condition parce que, en fait, d'une manière générale, quand on dégage un déficit sur ce type d'activité, c'est un déficit qui est souvent relativement faible. Donc, l'impact de cette règle est souvent assez limité. Enfin, dans la majorité des cas, c'est assez limité. C'est pas une généralité, mais c'est vrai que c'est assez limité. Le deuxième aspect, qui est là plus important, ça concerne les plus-values. Donc, comment ça se passe quand on calcule une plus-value dans les statuts professionnels ou non professionnels lors de la vente du bien? Du coup, on peut passer au slide suivant. Alors, je vais commencer par les règles qui s'appliquent quand on est loueur en meublé professionnel. C'est d'ailleurs pas forcément la règle qui est la plus simple, mais on va quand même commencer par celle-ci. Donc, quand on est loueur en meublé professionnel, le jour où on vend son bien immobilier, on est soumis au régime des plus-values professionnelles. Alors, comment ça se calcule la plus-value professionnelle? La première chose, c'est calculer la base d'imposition. La base d'imposition, dans ce cas-là, elle est égale au prix de vente, moins la valeur nette comptable, plus les amortissements qui n'ont pas été déduits fiscalement. La valeur nette comptable, c'est égal au prix d'acquisition, au prix auquel vous avez acheté le bien, moins tous les amortissements qu'on a comptabilisés pendant les années où on a utilisé ce bien. Pourquoi est-ce qu'on rajoute les amortissements non déduits? Parce qu'il y a une règle qui s'applique dans les comptabilités commerciales et pour les personnes qui louent des biens, c'est que l'amortissement, alors je vais simplifier un peu la règle par souci de meilleure compréhension. La règle est un petit peu plus compliquée que ça, mais en fait, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit que l'amortissement ne peut pas créer de déficit. Et je reviens à ce que je disais sur la page précédente, c'est pour ça qu'on a souvent des déficits qui sont relativement faibles, parce qu'en fait, si l'amortissement crée un déficit, on réintègre la quote-part d'amortissement qui crée le déficit. Alors attention, cette quote-part d'amortissement n'est pas perdue, en fait elle est stockée. Et quand vous êtes bénéficiaire, au bout de 15, 16, 17 ans, vous venez imputer ce stock d'amortissement, ce qui permet en fait de prolonger la défiscalisation entre guillemets sur votre location meublée. Donc, quand on calcule notre base d'imposition à la plus-value professionnelle, on prend le prix de vente, on enlève la valeur nette comptable, mais à cette valeur nette comptable, on rajoute les amortissements qui n'ont pas été déduits fiscalement. À quel taux est imposée cette plus-value? Elle est imposée à 30%. Ces 30%, en fait, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et là encore, il y a une subtilité, c'est que cette plus-value professionnelle, en fait, elle se partage entre la plus-value long terme et la plus-value court terme. La plus-value court terme, en fait, elle correspond aux amortissements justement qui ont été déduits. Et la plus-value long terme, en fait, c'est la vraie plus-value, c'est la vraie prise de valeur sur le bien. Donc, la plus-value long terme est imposée à 30%.
Et la plus-value court terme, elle est imposée au barème de l'impôt sur le revenu, plus les charges sociales de la sécurité sociale des indépendants. Nous en parlerons tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, quand on est loueur en meublé professionnel, on est assujetti aux charges sociales, à la sécurité sociale des indépendants. Et ces charges sociales s'appliquent sur la partie de la plus-value court terme qu'on peut dégager lors de la vente du bien. Alors, ce qu'il faut voir dans la taxation des plus-values quand on est loueur en meublé professionnel, c'est qu'il y a tout de même une possibilité d'être exonéré sur cette plus-value lorsqu'on a exercé l'activité pendant au moins 5 ans au moment de la vente. Et il faut pour cela réaliser des recettes qui soient inférieures à 90 000 €. Précision importante, cette exonération ne s'applique pas aux charges sociales sur la plus-value court terme. Donc, même si vous êtes exonéré du fait de l'application de l'article 151 C-pièces, vous payerez des charges sociales sur la plus-value court terme. Voilà pour ce qui est des plus-values dans le cadre du statut professionnel. Dans le cadre du statut non professionnel, c'est la page suivante. Alors là, on retombe sur un régime que vous connaissez bien, puisque quand on est loueur en meublé non professionnel, eh bien, en fait, on est assujetti aux plus-values immobilières classiques. Donc, le prix de vente, moins le prix d'acquisition, éventuellement majoré des frais d'acquisition et des travaux. On applique l'abattement pour durée de détention, qui va jusqu'à 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Et le taux d'imposition, il est de 36,2%, dont 17,2% pour les prélèvements sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'exonération. Et peu importe qu'on ait amorti le bien par ailleurs, en fait, il y a une discordance entre le traitement du bien dans la comptabilité où on l'amortit et où fiscalement on l'amortit, et le traitement de la plus-value où là, on est bien soumis à une plus-value immobilière, tout ce qu'il y a de plus classique, comme dans le cadre d'un bien qu'on loue rému. Voilà pour ce qui est des différences entre les statuts professionnels et non professionnels. Alors ensuite, j'ai fait une petite page pour vous rappeler les règles en matière d'IFI, donc anciennement ISF. Les biens qui sont affectés à la location meublée non professionnelle sont à inclure dans le patrimoine taxable à l'IFI. Évidemment, en face de la valeur de ces biens, on peut et on doit indiquer le capital restant dû sur les emprunts. On a sauté un slide là, il faudrait revenir sur le slide précédent. On est allé un peu vite. Alors attention, en fait, la première phrase n'est peut-être pas très bien dite. Les biens affectés à la location meublée non professionnelle, en fait, la qualification professionnelle des biens est différente dans le cadre de l'IFI par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant sur l'impôt sur le revenu. Pour qu'un bien soit considéré comme professionnel dans le cadre de l'IFI, il faut que les recettes annuelles qui sont retirées de cette activité par l'ensemble du foyer fiscal excèdent 23 000 €. Et la deuxième condition, elle, est différente. Il faut que les revenus dégagés par cette activité, et là on ne parle plus de recettes, mais de revenus, ça veut dire donc les recettes moins toutes les charges qu'on aura comptabilisées. Donc ça suppose déjà qu'on ait un revenu, donc qu'on ait un résultat fiscal qui soit supérieur à 0. Et donc il faut que ce revenu soit supérieur aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. Et dans ces autres revenus, cette fois-ci, on ne tient pas compte des pensions de retraite. Donc ça, c'est un point important également, puisque ça veut dire que si vous êtes retraité, vos seuls revenus d'activité, entre guillemets, sont des pensions de retraite, et que vous dégagez un bénéfice sur cette activité de location meublée, dans ce cadre-là, vos biens sortiront de la base de l'IFI. Attention aussi, si vous exercez l'activité de location meublée dans le cadre d'une SARL de famille, par exemple, là, les règles sont encore différentes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut le savoir. Alors ensuite, j'ai fait une petite page pour expliquer du coup, beaucoup d'entre vous, enfin il arrive assez régulièrement que je rencontre des personnes qui déclarent des biens sous le régime microbique. Donc un petit rappel sur le régime microbique et le régime réel. De base, on va dire, quand vous faites une location meublée, si vos loyers ne dépassent pas le montant de 72 600 €, vous êtes soumis au régime du microbique. Le régime du microbique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, vous déclarez le montant de vos loyers dans votre déclaration de revenus. L'administration applique un abattement de 50% et vous êtes donc imposé sur la moitié des loyers.
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce régime et bénéficier du régime réel, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire amortir le bien, déduire toutes les charges afférentes à votre activité, dans ce cas-là, vous devez opter au régime réel. Alors, soit c'est un début d'activité et donc vous demandez dès le démarrage d'être au régime réel, soit vous étiez au régime micro-BIC auparavant et dans ce cas-là, il faut opter au régime réel pour changer de régime. Et dans ce cas-là, vous pourrez effectivement déduire toutes vos charges et l'amortissement de l'immeuble, comme je le disais tout à l'heure. Alors, l'abattement de 50% s'applique aux locations meublées. Si vous êtes dans le cadre d'un meublé de tourisme, dans ce cas-là, vous aurez un abattement de 71%. Voilà pour ce qui est des aspects fiscaux de la location meublée. Alors, je vais vous parler un petit peu des aspects sociaux, puisqu'il y a eu des changements par rapport à ça. Depuis le 1er janvier 2021, avec l'adoption de la loi de financement de sécurité sociale pour 2021, les règles d'affiliation des loueurs en meublé au régime de la sécurité sociale a été modifiée. Auparavant, on était un petit peu dans le flou, puisque la loi de financement de la sécurité sociale, elle nous disait qu'il fallait remplir les 3 conditions, l'inscription au registre du commerce et des sociétés, les 23 000 € de loyer et le fait que ça soit supérieur aux autres revenus. Avec la suppression de l'inscription au registre du commerce et des sociétés comme condition pour le statut professionnel fiscal, en fait, on ne savait plus trop comment se placer par rapport aux charges sociales. Donc, cette loi de financement de la sécurité sociale, elle est venue remettre tout ça à plat, si on veut, parce qu'on aura des problèmes par la suite, mais je vous en parlerai un petit peu après. Donc, depuis le 1er janvier 2021, vous êtes vous devez vous affilier, vous êtes obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale des indépendants lorsque les recettes que vous tirez de l'activité de location meublée dépassent 23 000 € et lorsque vous remplissez une des 2 conditions suivantes. Soit ces recettes sont tirées d'une activité de location de séjour de courte durée, type Airbnb, et dans ce cas-là, donc plus de 23 000 € avec des locations Airbnb, vous êtes affilié au régime de sécurité sociale des indépendants, ce qui était déjà le cas auparavant d'ailleurs. Soit vous avez plus de 23 000 € de recettes et ces recettes dépassent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Et dans ce cas-là également, vous êtes affilié obligatoirement au régime de sécurité sociale des indépendants. Alors, pour l'instant, on attend encore un décret pour avoir des précisions sur ce nouveau régime parce qu'il y a plein de questions qui se posent, notamment les textes préparatoires à la loi indiquaient que une fois les seuils dépassés une première année, vous rentrez dans le régime de la sécurité sociale et vous ne pouvez plus en sortir. C'est-à-dire que c'est définitif, même si l'année d'après, ou 5 ans après, ou 10 ans après, vous ne remplissez plus, vous ne dépassez plus ces seuils. Donc là-dessus, on a plein de questions qui se posent parce que ça ne nous paraît pas logique et ça nous paraît même plutôt injuste. Donc on attend le décret d'application et on attend des précisions sur ce sujet-là et j'espère que dans le courant de l'année, on pourra vous apporter des précisions. Alors ensuite, je voulais juste vous montrer rapidement les imprimés de la déclaration de revenus 2021 que vous avez peut-être déjà commencé à remplir et que vous allez remplir là jusqu'à la fin du mois de mai. Bon, alors il n'y a pas de changement, sauf justement la partie sociale qu'on verra après. Donc vous voyez là l'encadré pour si vous avez des locations meublées non professionnelles. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez une première partie qui s'applique au régime micro-BIC. Donc si vous avez une location que vous déclarez en régime micro-BIC, vous allez remplir par exemple la case 5ND, mettre le montant de vos recettes dans cette case et l'administration appliquera l'abattement. Si vous êtes dans le régime du bénéfice réel, ça se passe donc dans le cadre en dessous. Ne pas oublier, si vous êtes adhérent à un centre de gestion, de bien mettre dans la case réservée aux adhérents OGA. Et donc, vous avez des cases. Si vous avez été assujetti à la sécurité sociale, il faut également reporter vos revenus dans ces cases-là pour que l'administration ne vous calcule pas en plus des prélèvements sociaux. Puisque si vous avez un bénéfice de location meublée, vous êtes soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Mais si vous avez déjà été soumis, selon les règles dont on a parlé juste avant, aux charges sociales, dans ce cas-là, vous n'allez évidemment pas payer les prélèvements sociaux en plus. Donc, il faut bien placer les revenus qui ont été soumis aux contributions sociales dans les cases que vous voyez là, qui sont entourées en jaune.
Donc ça, c'est pour les locations meublées non professionnelles, donc il y a un cadre spécifique. Et pour les locations meublées professionnelles, donc ça se passe au niveau des revenus industriels et commerciaux, donc les BIC professionnels. Donc vous voyez, il est bien indiqué, y compris location meublée professionnelle. Et donc là aussi, vous retrouvez les cases spécifiques pour les locations meublées. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que auparavant, donc je vous ai beaucoup parlé de la sécurité sociale des indépendants. Donc la sécurité sociale des indépendants, c'est la sécurité sociale pour les personnes qui sont installées à leur compte. Hein. Donc ça s'applique aux commerçants, aux artisans, aux gérants de société. Donc auparavant, pour toutes ces personnes-là, donc ces personnes-là remplissaient leur déclaration de revenus, comme vous tous. Et en parallèle, ils remplissaient également ce qu'on appelait la DSI, la déclaration sociale des indépendants. Donc cette déclaration, elle a été envoyée à l'URSSAF pour que l'URSSAF calcule les cotisations sociales de ces personnes. Depuis, donc pour la déclaration de 2021, c'est la première fois, on ne fera plus et la déclaration de revenus et la DSI, la déclaration sociale des indépendants, tout se reportera sur la déclaration de revenus. Et donc, pour les loueurs en meublé professionnel qui se retrouvent affiliés au régime social des indépendants, eh bien, du coup, ils seront concernés par ce nouvel encadré, en fait. Et donc, du coup, les revenus seront également collectés sur la déclaration de revenus. Donc, soit l'administration sait déjà que vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants et donc vous aurez automatiquement un encadré qui s'appliquera, soit elle ne le sait pas et donc vous devrez cocher la rubrique donc, qui se présentera, qui vous dira vous êtes affilié pour la sécurité sociale au régime des indépendants, donc vous devrez cocher cette case et à ce moment-là s'affichera donc un autre encadré que je vous ai présenté sur la page suivante. Et donc, cet encadré, vous devrez le remplir. Donc, vous voyez les sommes donc, qui sont soumises à cotisation sociale. Il faudra également remplir les cotisations sociales obligatoires que vous avez réglées sur l'année 2020, les cotisations facultatives. Enfin, en fait, c'était les rubriques qu'auparavant, on trouvait sur la déclaration sociale des indépendants. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté de cette année. Alors double nouveauté, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on déclare tout sur la déclaration de revenus et en plus que vous soyez soumis aux charges sociales alors que ça pouvait ne pas être le cas auparavant. Donc voilà, j'en ai fini. Je voulais peut-être juste rajouter un mot et éventuellement on pourra en reparler ensuite si vous avez des questions à la fin de la présentation. Donc un petit mot sur le fonds de solidarité parce qu'il y a eu beaucoup de questions aussi à ce sujet-là sur l'année 2020. Vous savez que dans le cadre de la crise sanitaire et des problématiques qu'on a pu avoir depuis le début de l'année 2020, les commerçants, enfin les entreprises ont pu bénéficier de ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Clairement, il a été indiqué que le fonds de solidarité ne pouvait pas s'appliquer aux loueurs en meublé non professionnels. Ça a été dit et redit, on le retrouve dans ce qu'on appelle les FAQ, hein, les questions qui sont posées à l'administration. Pour les loueurs en meublé professionnels, et alors notamment dans le tourisme, il semble qu'il y ait des tolérances de l'administration, c'est-à-dire que si c'est réellement une activité, en fait l'idée c'est de savoir est-ce que c'est votre activité principale en fin de compte. Hein. Déjà, il y a une règle qui s'applique avec le fonds de solidarité, c'est que si vous avez un contrat de travail à temps plein, vous n'avez pas le droit au fonds de solidarité. Donc ça élimine déjà un grand nombre de personnes. Donc de toute façon, location meublée non professionnelle, ça ne s'applique pas. Ensuite, si c'est vraiment votre activité principale et que vous l'exercez dans la location saisonnière, dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement matière à demander à l'administration. Voilà pour ma partie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ma part, effectivement, je prends la suite de Claire. Je vais vous présenter de manière synthétique et vous rappeler, parce que là, je vais évoquer des principes que vous connaissez, les grandes lignes du régime juridique applicable aux locations meublées. Alors, comme Claire vous l'a indiqué, il y a un vrai intérêt pour les locations meublées d'un point de vue fiscal. Il peut y avoir aussi un intérêt s'agissant du point de vue strictement juridique, surtout par rapport à la typologie des locataires que vous allez pouvoir rencontrer. Parce que c'est vrai que les locations meublées sont intéressantes lorsque vous avez une typologie bien spécifique, notamment de locataires. On pense par exemple à ceux ou celles qui sont en déplacement professionnel et on pense notamment aux étudiants.
C'est vrai que c'est dans ces cadres-là où on rencontre le plus de contrats location meublée. Juste pour le contexte, on peut rappeler que la location meublée, à la base, peut se trouver pour des résidences principales, comme des résidences secondaires, comme pour de la location touristique. On en a parlé un petit peu. Initialement, la location meublée, au niveau juridique, n'était pas rattachée à un statut particulier. C'était une location que vous trouviez dans le Code civil. C'était une location droit commun qui, à un moment donné, a été rattachée au Code de la construction et de l'habitation avec l'article 632-1 et qui, en 2014, a finalement été rattachée à la loi de 89. Ça, c'est l'événement le plus important, c'est la loi Allure en 2014 qui rattache la location meublée à la loi de 89 en créant dans la loi de 89 de nouvelles dispositions, ce sont les articles 25-3 à 25-11 qui réglementent la location meublée. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, il n'y a pas que ces articles-là qui s'appliquent à la location meublée, puisque la loi Allure applique également beaucoup d'autres dispositions de la loi de 89 aux locations meublées. Alors, pour partir sur le point de départ, la location meublée soumise à la loi de 89, on l'entend comme étant la location d'une résidence principale, c'est-à-dire au terme de la loi de 89, une résidence à plus de 8 mois par an. Si vous n'êtes pas dans le cadre d'une résidence principale, votre meublé ne sera pas soumis à la loi de 89. Quelle est la définition qui est apportée de la location meublée? C'est celle-ci. C'est un logement qui est décent et qui est équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Voilà la définition de la location meublée selon l'article 25-4, le nouveau article 25-4 de la loi de 89. Bien évidemment, il ne suffit pas simplement dans le cadre de votre contrat de cocher une case en indiquant que la location est meublée. Il faut que vous ayez bien évidemment une preuve de cette location meublée et la preuve, elle est relativement simple, c'est l'inventaire du mobilier. Vous savez que pour cet inventaire, il y a un décret qui est paru en 2015, le 31 juillet 2015, et c'est un décret qui vous donne la liste minimale des éléments d'équipement qui doivent apparaître dans votre location. Alors, je vous la donne de manière très synthétique, mais vous la connaissez très certainement. La liste est la suivante, il y a 11 points impératifs. Literie, comprenant couette et couverture, les dispositifs d'occultation des fenêtres, plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur et congélateur, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, tables et sièges, étagères de rangement, luminaires et le matériel d'entretien ménager. Voilà, ce sont les 11 points qui vous permettent de faire une location meublée. Pourquoi on évoque cette liste? Tout simplement parce que s'il vous en manque, si vous êtes en deçà de cette liste, qu'est-ce que vous risquez? Eh bien, c'est naturellement la requalification de votre contrat de location meublée en location nue. Ça, c'est une jurisprudence qui est ancienne de la Cour de cassation qui remonte à 2005 et qui n'a jamais été contredite depuis. Si jamais vous êtes dans la situation où on vous reproche une qualité ou un nombre d'éléments d'équipement, c'est-à-dire que vous répondez à ces 11 points, mais la qualité n'y est pas ou le nombre n'y est pas, le risque, c'est le même, c'est une requalification. S'agissant des règles de la loi de 89 qui sont applicables à la location meublée, je ne vais pas toutes les rappeler puisqu'il y en a bien évidemment beaucoup. Je pense notamment aux interdictions de discrimination, au contenu du bail, au diagnostic technique, les obligations des parties, la cession, la sous-location, la colocation, le dépôt de garantie, le cautionnement. On a beaucoup d'éléments de la loi de 89 qui s'appliquent en matière de location meublée. Mais on va prendre simplement les points les plus importants. Alors, parmi les points les plus importants, on arrive à la conclusion de votre contrat. Lorsque vous voulez donner en location meublée, la règle est la même que pour les locations nues, à savoir que vous avez un contrat type qui a été défini par décret, c'est le décret du 29 mai 2015. C'est un contrat type qu'il faut respecter. Alors, bien évidemment, avec l'UNPI, vous avez des contrats qui vont au-delà du contrat type et qui vous protègent davantage. Mais il faut savoir quand même pour information que si vous avez des clauses contraires à ce contrat type, eh bien les clauses peuvent être réputées non écrites. Vous avez donc un contrat type, vous avez un inventaire détaillé du mobilier, il faut bien évidemment un état des lieux d'entrée et il faut bien évidemment un dossier de diagnostic technique.
S'agissant du mobilier tout à l'heure, sur cet inventaire, les 11 points dont j'ai parlé, vous aurez bien évidemment cet inventaire annexé à votre contrat et signé par votre locataire. Il faut savoir aussi que pour prouver l'existence de ces éléments qui vous permettent de rester dans la location meublée, eh bien, la jurisprudence permet aussi que vous ayez, le cas échéant, des témoignages, c'est possible, ou que vous ayez aussi un constat d'huissier. Ça, ce sont les éléments qui vous permettent de démontrer le caractère meublé. Le caractère meublé s'apprécie au jour où vous signez la convention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, postérieurement à la signature de la convention, votre locataire met dans le logement des éléments qui lui appartiennent et substitue vos propres meubles aux siens, eh bien, ça ne fait pas perdre la qualification de location meublée. De la même manière, si vous donnez en meublé avec un inventaire précis signé par votre locataire, mais que postérieurement, dans le cadre de la location, il y a des dégradations ou des suppressions d'éléments, ça ne fait pas perdre non plus la qualification de location meublée, puisque ce qui compte, c'est la présence de ces éléments au jour où vous signez votre contrat. Justement, lors de la signature, vous pouvez aussi avoir le recours à un intermédiaire, à un professionnel de l'immobilier. Il y a une tarification réglementaire qui s'applique aussi pour les locations meublées. Pour la rédaction d'un bail, on est à 8 € par mètre carré, c'est l'article 5 de la loi de 89 et le décret y afférent. Et les honoraires liés à l'établissement de l'état des lieux, c'est 3 € par mètre carré. Ça, c'est un principe que l'on connaît et qui s'applique pour les locations meublées. S'agissant de la durée de votre contrat, avant les nouvelles dispositions, on était sur un bail d'1 an. Depuis la loi Allure, c'est une durée d'au moins 1 an. On verra tout à l'heure qu'il y a des possibilités de tacite reconduction, des possibilités de renouvellement. Vous avez aussi la possibilité de donner en location meublée pour un étudiant à une durée moindre, puisque là, dans ces cas-là, on est sur 9 mois, mais normalement, la tacite reconduction n'est pas possible. S'agissant des conditions financières, maintenant qu'on a vu la durée. D'abord, le loyer. Alors, le loyer est libre. Bon, on avait bien évidemment toute la problématique de l'encadrement des loyers qui a été combattue. Et aujourd'hui, les dispositions propres à l'encadrement des loyers ont été abrogées par la loi de 2018. Donc, le loyer reste libre. Vous avez la possibilité d'inclure une révision de loyer avec une clause d'indexation. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous avez la possibilité aussi d'inclure une stipulation propre à la majoration de votre loyer si jamais, en cours de location, vous améliorez le nombre, la qualité des éléments d'équipement. Ça, c'est tout à fait licite. S'agissant des charges, là, on arrive sur une des spécificités de la location meublée. Vous savez qu'en la matière, il y a un mécanisme particulier. Vous avez la possibilité soit de rester sur des provisions à régulariser, comme en matière de location nue, mais vous avez aussi la possibilité de passer par un forfait qui va être fixe et qui ne sera pas sujet à une régularisation. Alors sur ce point-là, la seule remarque que je peux faire, qui est quand même importante, c'est qu'il faut que vous fassiez attention sur le montant de votre forfait. Évidemment, comme il n'est pas régularisable, il faut que le montant soit le plus proche possible de la réalité des consommations, de la réalité des charges réelles, mais il ne faut pas non plus que le montant soit trop important, puisque en justice, on a déjà eu l'occasion de voir des forfaits sanctionnés comme étant disproportionnés et créant un déséquilibre significatif entre les parties. Je pense notamment à un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu en décembre 2015. Donc attention au montant. S'agissant du dépôt de garantie, pas de grandes nouveautés. Vous le savez, on n'est pas sur 1 mois de loyer, mais on est sur 2 mois. Pourquoi? Parce que comme vous avez du mobilier, il faut couvrir potentiellement le remplacement. Donc, on part sur 2 mois. S'agissant du cautionnement, vous avez la possibilité en matière de location meublée de solliciter naturellement un garant, une caution. Heureusement aujourd'hui, la mention manuscrite n'existe plus, hein, elle a été supprimée par la loi de novembre 2018. Il faut simplement aujourd'hui que votre caution, comme pour les locations nues, signe simplement un document où se trouve le montant du loyer, les conditions de la révision du loyer, la connaissance que la caution va avoir de la nature et de l'étendue de ses obligations, et il faut que vous remettiez à la caution un exemplaire du contrat de location. Voilà pour le cautionnement que vous avez toujours la possibilité de solliciter.
Une fois que vous signez votre contrat de location meublée, que votre locataire est sur place, s'agissant des obligations des parties, eh bien là, les obligations sont exactement les mêmes qu'en matière de location nue. Le bailleur, lui, doit délivrer un logement décent, il doit assurer une jouissance paisible, il doit garantir le locataire contre tous les vices et il doit entretenir, en tous les cas, le logement pour qu'il soit toujours apte à la destination qu'on lui donne. Le locataire, lui, de son côté, doit bien évidemment payer les loyers et les charges, il doit respecter la destination de votre contrat, il ne doit pas troubler la jouissance d'autrui, et surtout, évidemment, il doit lui aussi entretenir, s'agissant de l'entretien relevant du locataire, et il doit répondre des pertes et dégradations en fin de location. Donc, les obligations sont les mêmes qu'en droit commun, location nue. Ce que l'on peut préciser, le locataire en meublé n'a pas la possibilité de céder ou de sous-louer sans votre accord, ça c'est important. Il a bien évidemment l'obligation de souscrire une assurance. Alors c'est vrai que cette assurance est obligatoire, mais en réalité en matière de meublé, ça ne l'était pas. Elle est obligatoire depuis la loi Allure, cette assurance, mais avant, elle n'était obligatoire que si vous pensiez à l'indiquer dans votre contrat. Et si vous ne l'indiquiez pas dans votre contrat, le locataire n'avait pas l'obligation de s'assurer. S'agissant de la colocation meublée, à noter aussi que le fait qu'il y ait une solidarité entre les colocataires, avec cette fameuse durée de 6 mois passée la fin du congé, la fin du préavis, eh bien cette solidarité existe aussi en matière de location meublée. Une fois que l'on a dit ça, justement, on arrive vers progressivement la fin du contrat et les potentielles difficultés, les potentiels différends entre propriétaires et locataires. Il faut savoir qu'en matière de location meublée, vous avez bien évidemment aussi la possibilité de saisir la commission de conciliation en matière de baux d'habitation. Elle est compétente pour les locations meublées. Et si jamais vous n'avez pas d'autre choix, vous avez aussi la possibilité de saisir le tribunal. Alors aujourd'hui, vous savez que depuis la réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020, le tribunal d'instance qui était compétent avant n'existe plus. C'est la juridiction des contentieux de la protection aujourd'hui qui existe sous l'égide du tribunal judiciaire et que vous pouvez saisir. En cas de litige, la prescription applicable aux locations meublées est la même que celle des locations nues, c'est-à-dire que vous avez une prescription de principe qui est de 3 ans pour toute réclamation entre propriétaires et locataires. On arrive vers la fin du contrat. J'ai évoqué tout à l'heure la durée qui est d'au moins 1 an avec une possibilité de tacite reconduction. Il faut savoir que si, à l'issue de cette période d'1 an, il n'y a pas de congé donné, effectivement, la loi permet une tacite reconduction. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut avoir à l'esprit et qu'on oublie assez souvent, c'est que vous avez aussi une possibilité de proposer un renouvellement du contrat à votre locataire lorsque vous voulez modifier certaines conditions du contrat. La loi vous permet de proposer un renouvellement. Dans ces cas-là, vous devez avertir votre locataire 3 mois avant le terme du contrat de votre volonté de modifier certaines conditions. Dans ces cas-là, le locataire peut accepter. Ce qui est un peu particulier, c'est que la loi ne dit rien sur ce qui se passerait si votre locataire n'accepte pas. Bon, bien évidemment, si on doit réfléchir à la place du législateur, la solution est relativement simple. Si vous proposez un renouvellement avec des conditions modifiées, mais que votre locataire ne vous répond pas, eh bien le contrat va être tacitement reconduit aux charges et conditions existantes. Bon, il y a un arrêt qui a été rendu sur ce sujet par la Cour d'appel de Versailles en 2013, mais bon, la solution était assez évidente. Au-delà de la tacite reconduction et de la faculté de renouvellement, eh bien, il y a aussi cette cessation du contrat, c'est-à-dire la possibilité de donner congé qu'il faut étudier. Alors, s'agissant du congé, les nouvelles dispositions de la loi Allure qui s'appliquent à la location meublée ne sont pas une surprise. On calque le système qui existe pour les locations nues, à savoir le congé doit être donné soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit avec un acte d'huissier, soit remis en main propre, mais avec un récépissé signé naturellement. Petite spécificité, la loi dit que si vous notifiez un courrier recommandé avec accusé de réception, c'est la date de réception qui compte.
Alors c'est toujours un peu particulier puisqu'on se pose toujours la question de savoir, oui, mais si le courrier recommandé revient avec la mention pli avisé non réclamé, et là, effectivement, on se retrouve dans une situation que le législateur ne prévoit pas. Et dans ces cas-là, on a des juges qui nous disent que si le courrier a été au moins présenté une première fois, ça suffit à partir du moment où l'adresse est la bonne, ou en tous les cas, la dernière adresse connue. Le preneur, votre locataire, a bien évidemment la possibilité de vous donner congé. Son préavis va être d'1 mois. Et ce mois est le même si vous êtes en présence d'un étudiant avec une location plus courte, de 9 mois. Et il faut savoir que votre preneur peut bien évidemment vous donner congé tout de suite. Il n'y a pas d'interdiction pour que le locataire vous donne congé dès la première année de location. Ça paraît assez évident, mais il y a quand même eu un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2005 sur ce point précis. 1 mois pour votre locataire. Vous, en qualité de bailleur, si vous donnez congé, votre préavis est de 3 mois. Et il faut pouvoir justifier d'un motif. Ça, naturellement, c'est assez facile pour le législateur puisque c'est la tendance actuelle. Vous ne pouvez pas reprendre sans motif, même pour une location meublée. Il faut un motif. Et les motifs, bien évidemment, vous les connaissez puisque ce sont les mêmes que la location nue. Soit une reprise pour habiter. Et dans ces cas-là, il faut donner à peine de nullité le nom et l'adresse du bénéficiaire de cette reprise. Soit c'est une reprise pour vente, mais dans ces cas-là, pas de droit de préemption, même si ça va pouvoir évoluer peut-être à l'avenir, mais en tous les cas, il n'y en a pas. Troisième possibilité, motif légitime et sérieux, c'est-à-dire si votre locataire commet des manquements suffisamment graves pour justifier que vous donniez congé. Le dernier point sur les congés, et j'en aurais terminé sur vraiment être le plus synthétique possible sur le régime juridique, le dernier point est que la loi ALUR protège là encore, dans le cadre des locations meublées, les locataires âgés avec de faibles ressources. Puisque lorsque vous donnez congé à un locataire qui a plus de 65 ans et qui a des ressources modestes, c'est-à-dire des ressources inférieures au plafond pour l'attribution d'un logement social, eh bien, vous ne pouvez pas donner congé simplement, il faut des offres de relogement. La loi l'impose, alors c'est la même chose pour les locations nues, eh bien, idem pour les locations meublées. La seule possibilité de pouvoir y échapper, c'est si vous-même, vous avez le même âge et les mêmes difficultés en termes de revenus. Voilà en tous les cas en ce qui concerne le congé. Voilà, je reste après comme Claire, ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir. Delphine, vous voyez des mains levées? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Madame Michel Baert a une question. Monsieur Guy, vous voulez poser votre question, s'il vous plaît? Donc, ouvrez le micro. Monsieur Guy, si vous voulez réactiver votre micro et poser votre question. C'est Madame Guy. Madame Guy, pardon. D'accord. Donc, quand on a une location meublée, est-ce qu'il est possible de proposer un contrat de location nu? Alors, avec un inventaire, tout ça, c'est assez ballot. Quand on est loueur meublé non professionnel, vous entendez ça? Quand on est loueur meublé non professionnel et qu'on est en microbique, je ne vois pas très bien comment on peut déduire des travaux. Je pense par exemple à changer des porte-fenêtres avec des doubles vitrages. Et donc, je cherche une astuce pour pouvoir déduire mes charges de travaux. Alors, fiscalement, effectivement, si vous êtes en microbique, vous ne déduirez rien, sauf si c'est alors des porte-fenêtres éventuellement avec le crédit d'impôt, mais enfin, ça ne va pas chercher bien loin maintenant sur les parois vitrées, donc c'est vraiment pas grand-chose.
Et du coup, sauf à opter au régime réel et du coup à amortir ces travaux, je vois pas trop comment vous pourriez faire. Alors, je laisse la main à Julien, mais voir si on pourrait transformer le contrat en contrat de location nue, mais je vois pas trop je vois pas trop comment on pourrait faire. Alors, d'un point de vue contractuel, il n'y a aucune interdiction. Vous pouvez garder le même locataire et substituer un contrat nu à un contrat de location meublée. Vous avez aussi la possibilité de le laisser se requalifier lui-même, entre guillemets, en location nue si vous avez un locataire qui reste dans les lieux. Mais globalement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait signer un nouveau contrat. D'accord. On peut totalement, restons dans la loi, donc proposer un contrat nu. Et puis après, avec les inventaires et état des lieux, ça revient au même. Alors, votre inventaire ne servira plus à rien, puisque si vous substituez à une location meublée une location nue, ça n'aura plus d'intérêt. En revanche, vous pouvez effectivement signer un autre contrat. La loi ne l'interdit pas. D'accord. D'accord, je vous remercie. Madame Clisson, vous pouvez réactiver votre micro pour poser votre question. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous... Oui. Alors, bonjour d'abord. J'ai une question concernant les aspects sociaux et la location meublée professionnelle. Vous avez dit qu'on est en meublé professionnel si les recettes sont supérieures à 23 000 € et qu'on est en location de courte durée. Je voudrais savoir si ce seuil de 23 000 € s'applique par foyer fiscal ou par personne. Pour le foyer fiscal. Donc, si en meublé touristique, on est en microbique. Pardon, je ne vous entends plus. On ne vous entend plus. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Ça y est, c'est bon, on vous entend. Je veux dire, nous sommes en microbique et nous sommes des meublés pour mon mari et des meublés pour moi. En touristique, aucun ne dépasse les 23 000, mais la somme, si. Est-ce qu'on est à ce moment-là en loueur professionnel ou pas? Eh bien, pour moi, oui, puisque à vous deux, vous dépassez 23 000 € au niveau du foyer fiscal. Donc, pour moi, vous êtes assujetti. À ce moment-là, il faut qu'on fasse une déclaration ou est-ce que l'administration va décider qu'on y est et faire les démarches? Logiquement, ça veut dire que sur votre déclaration de revenus que vous allez faire là, vous devriez remplir le volet social, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, pour effectivement vous déclarer volontairement à l'URSSAF, en sachant que aujourd'hui, il y aura des liens de toute façon entre l'administration et l'URSSAF. Donc, si vous ne le faites pas volontairement, il y a des risques que vous soyez… Dans la pratique, je ne sais pas encore comment ils vont procéder à ce niveau-là. Mais comme vos revenus vont dépasser 23 000 € et que c'est de la courte durée, il est possible qu'ils viennent vous rechercher si vous n'avez pas déclaré le volet social. Là, vous parlez de revenus. Tout à l'heure, vous avez parlé de recettes. Donc, oui, non, mais j'ai dit revenus. En fait, c'est recettes. Je veux dire recettes, pardon. Donc, l'abattement ne s'applique pas. Je veux dire, ce n'est pas calculé après l'abattement. Non, c'est les recettes. D'accord. Et l'URSSAF, à ce moment-là, va par contre calculer par rapport aux recettes après abattement ou par rapport au… Après abattement. D'accord. Et est-ce que les recettes des meublés classiques rentrent en ligne de compte à ce moment-là aussi? Alors, ça fait partie des éléments où on n'est pas encore où on attend le décret justement, parce que c'est pas très clair par rapport à ça. Normalement, il ne devrait tenir compte que du meublé saisonnier, puisque c'est par cette catégorie-là que vous dépassez les 23 000 € et donc c'est sur cette activité de location saisonnière que vous êtes assujetti aux charges sociales. Mais malheureusement, ça fait partie des sujets qui aujourd'hui ne sont pas très clairs.
ça veut dire que sur ces meublés touristiques, les 17,2% qu'on payait en CSG ne devraient Ça, vous ne les plus. payerez plus du coup. D'accord. Donc pour le moment, on ne sait pas trop quoi faire en fait. C'est un peu tant que ce décret n'est pas paru. C'est ça. On est encore un peu dans le flou sur certains sujets. Et vous savez s'il doit paraître avant qu'on doive faire la déclaration ou pas? Malheureusement, non. On l'attend tous. D'accord. Vous ferez un message par. Oui, on Oui, informera, on fera passer une information à ce sujet-là. d'accord. Bon, ben, je vous remercie pour le moment. Je vous en Je sais prie. pas ce qu'on va faire. Merci. Monsieur Méchin, vous pouvez réactiver votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parlez un peu plus près. Vous nous entendez? Ou Madame Baert, si vous pouvez réactiver votre micro et poser votre question, sinon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, très bien, oui. Alors, c'est une question. Bonjour, d'abord. C'est une question pour Madame Selin. Dans le cadre de l'amortissement d'un immeuble, donc vous avez indiqué qu'il y avait une quote-part donc à accorder au terrain, cette quote-part n'étant pas amortissable. Vous avez attiré notre attention sur la situation des immeubles qui sont en région parisienne ou à Paris, où la valeur des terrains, évidemment, est importante. À Tours, à votre avis, quelle est la quote-part que l'on peut accorder au terrain, à la valeur du terrain? Alors, moi, j'applique entre 10 et 15% à Tours. D'accord. Alors, en sachant que, pour être entièrement transparente sur ce sujet, l'administration, elle, dit qu'il ne faut pas appliquer une quote-part, mais qu'il faut appliquer un vrai prix par comparaison avec des terrains vendus. Sauf que dans la pratique, ça paraît très difficile de trouver, notamment quand vous êtes en ville, pour trouver des comparatifs sur des cessions de terrain, c'est très compliqué. Donc, dans la pratique, on continue à appliquer un pourcentage. D'accord. Donc, 10 à 15%, c'est raisonnable sur Tours. Oui, ouais, 15%. Alors, on lit de plus en plus de choses qui incite à augmenter un peu la quote-part parce qu'en fait, le foncier, dans toutes les villes, devient de plus en plus rare, on va dire. Donc, si vous voulez être plus sécurisé, vous pouvez appliquer 15%. Après, évidemment, c'est toujours sujet à interprétation par l'administration. Bien sûr. Très bien, merci. Madame Baert, donc vous pouvez réactiver votre micro et poser votre question. Non. Bon, alors Madame Plisson, réactivez votre micro et posez votre question. J'ai une autre question concernant le fonds de solidarité. Au début de l'année dernière, donc nous sommes donc pour le moment en non professionnel par rapport voilà tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Au début de l'année dernière, j'ai touché du fonds de solidarité et qui m'a été refusé par contre en décembre, enfin novembre-décembre. Donc vous aviez dit qu'on n'y avait pas droit. Donc est-ce qu'il faut qu'on se manifeste auprès des impôts pour rendre le fonds de solidarité qu'on a touché ou pas? Et si on le garde, est-ce qu'on doit le déclarer dans les recettes ou pas? Alors, le fonds de solidarité, il n'est pas imposable. Donc, ça ne fait pas partie de vos recettes imposables. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Après, sur la question de contacter l'administration ou pas, je vous laisse décider de ce que vous souhaitez faire. Moi, je devrais vous dire que oui, il faut contacter l'administration mais voilà, je ne peux pas me prononcer plus que ça. De toute façon, l'administration fait des contrôles actuellement sur le fonds de solidarité et ils en font beaucoup depuis le début de l'année. Donc, il est possible que d'eux-mêmes, ils reviennent vers vous. Mais dans l'absolu, effectivement, il faudrait les contacter pour voir comment vous pouvez régulariser la situation. D'accord. Je vous remercie.
Il y a-t-il d'autres questions? Donc, je vous rappelle. Ah, donc oui. Monsieur Taimit, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour. Je voulais demander en cas de vente d'un bien qui est soumis à un bail en meublé, dire qu'il n'y a pas de droit de préemption, c'est dire que le locataire n'a pas, qui quitte, à qui on a donné le congé, n'a pas priorité pour le bien à acheter au niveau du coût, s'il est évalué à un certain prix, si le prix évolue à la baisse, est-ce qu'il faut recontacter le locataire qui a quitté? Alors là, en l'état, effectivement, le droit de préemption ne s'applique pas. Donc, on n'est pas dans la même situation que la location nue. Donc, vous n'êtes pas soumis aux mêmes obligations et donc vous êtes libre de pouvoir céder. D'accord, très bien. Bon, ben, merci. Sauf, Bien. sauf, vous permettez ce petit complément, sauf s'il s'agit d'un logement meublé dans un immeuble comprenant plus de 5 logements et l'immeuble est vendu en bloc. D'accord. Il y a une Bien, distinction bien. particulière dans ce cas-là. Mais si le logement meublé est un logement individuel ou si l'immeuble comprend moins de 5 logements, il n'y a pas de droit de préemption. Très bien. Très bien. OK. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez donc cliquer sur la main. Moi, j'ai une question pour Maître Berbigier. Est-ce qu'on pourrait avoir une définition précise des différences entre les baux meublés, les baux saisonniers, les baux touristiques? La distinction, en fait, porte surtout sur la durée, puisque bien évidemment, on va considérer que la location touristique et la location saisonnière n'est pas une location à titre de résidence principale. Comme son nom l'indique, la location saisonnière va être généralement sur 4 ou 6 mois, et puis la location touristique sur encore moins, et surtout en plus, si on est dans un cadre de Airbnb par exemple, où c'est à la journée. Donc la distinction essentielle, c'est une distinction en termes de durée. L'autre distinction essentielle est que la loi de 89 ne s'applique pas pour les locations saisonnières et ne s'applique pas non plus pour les locations touristiques, contrairement à la location meublée où elle s'applique si c'est une résidence principale. Donc ça, c'est la principale différence, les deux principales différences. Y a-t-il d'autres questions? Donc, vous cliquez sur la main si vous avez une question. A priori, il n'y a plus de questions. On va pouvoir clôturer. Moi, je tiens à remercier Mme Solin et Maître Berbigier de la qualité de cette intervention qui me semble extrêmement complète. En ce qui concerne le volet fiscal, deux observations. On a eu beaucoup d'informations ce soir, pas toujours facile à enregistrer et à adapter à nos propres situations. Si vous en avez besoin, vous pouvez, réécouter la réunion de ce soir, puisqu'elle est enregistrée et elle sera mise sur notre site UNPI Val-de-Loire. 2, vous pouvez demander à l'UNPI Val-de-Loire la base de cette intervention et les slides qui vous ont été présentés ce soir pour que vous puissiez vous y retrouver effectivement. Et puis naturellement, et comme toujours, nos consultants que je remercie sont à la disposition des adhérents pour fournir les consultations sur les points particuliers. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée à tout le monde.